Matinal Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ici en direct et en studio. Merci de m'avoir invité. Vous savez, j'habite à peu près à 1 kilomètre d'ici, donc j'ai pas fait de gros efforts. Ah oui, mais c'est quand même très bien. On est très heureux de vous voir ici. Merci beaucoup. Vous êtes financier, entrepreneur et je le rappelle, fondateur de l'Institut des Libertés et auteur de ce livre, La vérité vous rendra libre, aux éditions Pierre de Taillac. Et on est très très heureux de pouvoir parler de ce livre où l'on reconnaît votre patte. Hein, où vous citez aussi bien la Bible, Churchill que Astérix et Obélix. Absolument, j'ai aucun problème. Et votre secrétaire aussi d'il y a 40 ans qui explique que voilà comment on gagne de l'argent sans en rien faire. Enfin voilà, donc beaucoup d'humour dans ce livre pour parler de choses en fait quand même très sérieuses, de la prise de pouvoir des technocrates. C'est pour ça que vous commencez sur cette société de méfiance. Les technocrates ont pris le pouvoir. Vous allez nous raconter tout ça, comment ils ont détruit la France et nos institutions. Et vous finissez sur une note finalement positive et pleine d'espoir. Ce qui est intéressant, vous le dites d'ailleurs, quel titre curieux de porter cet espoir, car en fait, une guerre en Europe est en cours, nous risquons d'avoir très froid, le chômage monte, notre niveau de vie baisse, la pandémie continue de rôder, mais bon, sinon tout va très bien et vous êtes plein d'espoir. Et c'est quand même le dernier chapitre de votre livre. Et c'est très intéressant, en effet, d'avoir un petit peu une petite bouffée d'espoir dans ces ténèbres actuelles. Mais pour commencer, peut-être, revenons sur votre constat, la raison de votre livre et donc ce constat de prise de pouvoir. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans les 20 dernières années ou 30 dernières années, je ne sais pas exactement, depuis la chute du mur de Berlin, où il y avait une structure de pouvoir aux États-Unis dont le rôle était, dans le fond, de lutter contre l'Union soviétique pour l'empêcher de progresser. C'était ce qu'on appelait en termes anglais du containment, c'est-à-dire qu'on les empêchait de progresser. On n'essayait pas, il n'y avait pas de guerre, mais on les empêchait, on les bloquait, quoi, c'était l'idée. Et puis, bon, quand l'Union soviétique est tombée, cette structure de pouvoir s'est trouvée un petit peu désemparée, un peu sans but, quoi. Par exemple, à quoi sert l'OTAN à partir du moment où l'Union soviétique disparaît? C'est une bonne question. Et ils se sont dit, bon, maintenant, on va changer d'objectif. Maintenant, les États-Unis, comme le dit Védrine, étaient l'hyperpuissance, la seule puissance. Donc, on va tout faire pour que les États-Unis restent l'hyperpuissance. Donc, ils ont changé d'objectif. À la place de containment, ils ont dit, on va tout faire pour rester en tête. Et ce qu'ils ont fait, ça a été assez curieux, c'est-à-dire que d'abord, ils ont fait ça en liaison avec des grandes sociétés, les GAFAM, qui permettent un contrôle tout à fait remarquable de l'opinion. Et ils ont fait ça aussi de façon assez habile par l'intermédiaire du droit. Je suis très sensible au droit. Et ils ont monté des espèces d'organisations internationales qui peuvent être des NGO, qui peuvent être des cours de justice, etc., qui étaient en dehors de chaque pays et dont la capacité était supérieure au pays. Et non élus. Et non élus, mais nommés par des gens qui le contrôlaient plus ou moins. Prenez par exemple la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, ben, on ne peut pas régler le problème de l'immigration en France tant qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, je crois. Et donc, à partir du moment-là où vous créez une espèce de droit qui est supérieur au droit de chaque nation en mettant des machins comme ça à l'extérieur, vous bloquez chaque nation dans ses frontières, dans son académie. Donc, on s'est retrouvé complètement dessaisi de toute souveraineté. On n'a plus de souveraineté, on n'a plus rien. Et ça amène des blocages partout. Plus rien ne marche. Et surtout, les gouvernements élus ne servent plus à rien. C'est-à-dire que nous, par exemple, bon, on se dit, on va élire, je sais pas, Sarko, bon, il fait le contraire de ce qu'il avait dit, puis ensuite, on élit Hollande, bon, il fait rien, mais un peu le contraire de ce qu'il avait dit aussi. Oui. Et puis, parce que l'ennemi, c'était la finance quand même au départ avec Hollande. Hein. Oui, c'était la finance qui était l'ennemi, mais enfin, ça voulait rien dire, la finance qui était l'ennemi, parce que... Enfin bref, on va pas revenir sur, on va pas tirer sur une ambulance, mais ensuite on a l'archétype parfait du technocrate international un peu vendu à ces gars-là, qui est Macron, qui réussit à se faire élire à la stupéfaction générale. Et donc on se retrouve dans un monde où le pouvoir n'est plus légitime, mais où il est légal. Et c'est un monde extrêmement difficile dans le cas manœuvré, parce que le citoyen n'a pas de recours. Il est là, et donc ce qu'ont fait les Français beaucoup, et d'autres d'ailleurs, c'est qu'ils ne vont plus voter. Et j'ai vu la même chose se passer en Angleterre. Bon, ils ont voté le Brexit, et puis pendant 5, 6, 7 ans, il y a eu toutes les manœuvres pour que le Brexit ne soit pas le Brexit. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour que ça ne soit pas suivi d'effet. Donc on se rend compte que dans le monde aujourd'hui,
Il y a les trois pouvoirs habituels, législatif, exécutif et judiciaire. Et puis, vous avez maintenant un quatrième pouvoir qui est monté, qui est ce que j'appellerais les petits hommes gris, là, vous savez, tous ces gars qui sont dans des organisations internationales domestiques, à qui on a détaché tout ou partie d'une souveraineté, que personne ne contrôle et qui bloquent tout. Donc le vrai problème, c'est comment retrouve-t-on nos libertés, notre démocratie, quand vous avez ces gars-là qui sont, par exemple, en France aujourd'hui, en France aujourd'hui, on a des problèmes de contrôle de l'immigration, eh bien, l'État donne 1 milliard d'euros à peu près à des organisations qui sont là pour favoriser l'immigration. Donc, vous vous dites, c'est quand même curieux, quoi. Pourquoi donne-t-on 1 milliard d'euros à des gens qui vont chercher les immigrés pour les amener chez nous? On se dit, mais il y a une espèce de schizophrénie, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Oui. Guy de Lafortelle. Je voudrais rebondir, justement, vous dites, on est dans une situation qui est légale. Oui, tout à fait légale. Et vous reprenez le mythe d'Antigone. Oui, c'est le vrai. Qui est, au fond, si on reprend notre constitution de la Ve République, qui est qu'on est dans une démocratie représentative et directe. Mais direct à l'instigation du président de la République. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas demander le référendum. C'est là où est le biais, c'est là où est la grosse astuce. Si le peuple pouvait demander le référendum, s'il était maître de l'emploi du temps et du contenu de cet emploi du temps, ça irait beaucoup mieux. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont posé 2 ou 3 questions et qu'on leur a répondu non. Et qui nous ont dit, de toute façon, on n'en a rien à foutre, vous l'aurez quand même. Parce que même quand il y a eu des référendums, ils n'étaient pas appliqués. C'est pour ça qu'ils n'en font plus. Oui. Parce qu'ils savent très très bien que chaque fois qu'il y a eu un référendum, que ce soit en Irlande, partout, c'était toujours non. Les peuples ne veulent pas être dessaisis de leur souveraineté. Quoi. Ouais, mais du coup, on voit qu'on est dans une constitution qui n'est plus appliquée, tout simplement, que, à la limite, quand vous dites la vérité vous rendra libre, mais est-ce qu'on pourrait se demander, ils ont plus rien à faire sur la vérité? C'est une citation de Saint-Jean, bien sûr. Ils n'ont plus rien à perdre. Non, et je vous dis, quand bien même aujourd'hui on reprendrait le contrôle, la présidence de la République, etc., on ne pourrait pas se débarrasser des abandons de souveraineté qu'on a fait à toutes ces institutions internationales. Comment voulez-vous, par exemple, que la France ait une politique indépendante si on n'a pas notre propre monnaie? Ouais. Je le dis depuis le début, c'est une contradiction essentielle. La monnaie, c'est l'envers et l'endroit d'un pays. C'est par la monnaie que, disait REF, c'est la monnaie, c'est l'égout collecteur où passent tous les droits non gagnés. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si nous sommes beaucoup moins bien gérés que l'Allemagne, hypothèse, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir un taux de change fixe avec eux. Sinon, c'est nos entrepreneurs qui payent la différence et nous avons du chômage. Et nos entreprises disparaissent. Oui, donc pour ça, pardon, la seule solution, c'est de récupérer notre monnaie française, souveraine. Il faut récupérer nos souverainetés. Ce que disait Jean-Paul II, qui était quelqu'un de tout à fait éminent, il disait « Une démocratie ne peut s'exercer que dans le cadre d'une nation ». La nation... un certain général de Gaulle. Un certain général de Gaulle, mais... Tous ceux qui ont compris ce qu'était la nation, ce qui n'a rien à voir avec le nationalisme, et tous ceux qui ont compris ce qu'était la nation, c'est-à-dire une volonté de vivre ensemble, savent que détruire la nation, c'est détruire la démocratie. Alors, je voudrais vous poser une question. Dans votre livre, vous expliquez le projet des hommes de Davos, et puis le fait que finalement, et c'est très intéressant, vous parlez de la monnaie, mais vous dites la destruction de notre monnaie est volontaire. Oui. Mais vous allez plus loin. La destruction de notre système éducatif est volontaire. La destruction de nos systèmes politiques est volontaire. La destruction de nos systèmes industriels est volontaire. Et celle, finalement, de notre système politique est même accomplie, cette destruction. Donc, ça, c'est aujourd'hui, d'abord, on vous accuserait de complotisme, de dire que tout ça est complotiste, que tout ça est volontaire et organisé. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez justement pourquoi donc ces hommes de Davos et leurs projets vont jusqu'à la destruction de tout ce qu'on a cité. Je crois qu'il faut remonter à Jean Monnet. C'est-à-dire que Jean Monnet est l'homme qui, dans l'histoire de la République, enfin de l'histoire de l'Europe, avait comme objectif principal la destruction des nations parce qu'il pensait que les nations amenaient automatiquement à la guerre.
Et que donc, pour se débarrasser de la guerre, il fallait se débarrasser des nations et venir... De la politique même. De la politique. Il fallait remplacer la politique par des technocrates compétents, ce qui est un oxymore. Enfin, ça, c'est autre chose. Et donc, il faut remonter, c'est-à-dire que dans l'Europe, depuis le début, il y a un désir d'aller vers une Europe pouvoir. Dans le rêve européen, au départ, il y avait deux idées. La première, c'était bien sûr, qui venait de l'Église catholique, c'était la subsidiarité, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait être fait dans la paroisse était fait dans la paroisse, et ainsi de suite, et on montait doucement. Et puis, il y a un fantôme qui hante l'Europe depuis très longtemps, c'est l'Empire romain, vous savez, c'est l'Europe puissance. Donc, vous aviez le choix entre l'Europe du Moyen-Âge, 1250, où il y avait des expériences qui se produisaient partout, des villes-États de l'Empire romain germanique, qui étaient ni romains, ni saints, ni germaniques. D'ailleurs, il y avait le début des États-nations avec la France. Il y avait quelque chose de bizarre, comme la Ligue hanséatique, qui était une espèce de liaison de ports. On ne savait pas très bien ce que c'était, mais enfin, c'était une puissance. Et puis, donc, on faisait toutes ces expériences. Puis, petit à petit, a émergé comme la chose la plus solide, l'État-nation. C'est celui qui a gagné la bataille entre toutes ces entités. Et bon, ça nous a amené à quelques problèmes, mais aussi ça nous a amené à un extraordinaire développement de l'Europe, parce que tous ces États étaient en concurrence les uns avec les autres. Hein. S'il y en avait un qui faisait une bêtise, bah, les autres le prenaient l'avantage. Et puis on s'est retrouvé assez rapidement avec ce désir de recréer l'Empire romain, et chaque fois que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a essayé de recréer l'Empire romain, ça s'est toujours terminé dans le sang et dans les larmes. Hein. Depuis Louis XIV, Napoléon, Hitler, enfin c'est toujours un désastre. Donc il y a cette espèce de désir de gens que, vous savez ce que disait Bastia, je cite Bastia à un moment, que il y a trop de gens qui veulent s'occuper des autres, qui veulent être le leader maximo, qui veulent être... il faut se méfier de ces gens-là. Dans une société parfaitement organisée aujourd'hui pour la communication, la démocratie représentative n'est plus utile. C'est-à-dire qu'elle était utile quand il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. À partir du moment où vous pouvez voter sur votre téléphone toutes les 5 minutes, vous n'avez pas besoin d'avoir un cornu qui vous représente au Parlement. Vous pouvez voter, moi je suis aussi bien informé que n'importe quel de ces andouilles, moi aussi, vous aussi, et je peux voter tous les jours, c'est pas en l'espace de... Je viens d'atteindre 80 ans, et j'ai dû voter 7 ou 8 fois dans ma vie, pour arriver à ce résultat désastreux. Donc en fait, le vote représentatif, c'est une capture de la démocratie par une classe professionnelle de politique. Donc, il faut supprimer cette classe politique et redonner le pouvoir au souverain, c'est-à-dire au peuple. Oui, mais comment vous supprimez, là, on ne parle pas d'une classe politique avec les hommes de Davos. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Alors, les hommes de Davos, c'est un projet. Les hommes de Davos, c'est un drôle de truc. C'est-à-dire que eux, ils sont l'émanation de cette énorme classe qui a gagné énormément d'argent dans le boom de la communication, dans la société de la connaissance, si vous voulez. Comme vous le savez, je suis un bon marxiste, et je pense que l'infrastructure économique détermine la structure politique. D'ailleurs, c'était une idée de Ricardo, c'était pas de Marx, mais enfin, il l'a piqué. Comme il a piqué beaucoup de ses idées, d'ailleurs, surtout les plus fausses, mais enfin, ça, c'est autre chose. Et donc, vous avez maintenant une nouvelle infrastructure économique qui n'est plus les grandes sociétés pyramidales qu'on avait dans le temps, vous savez, les concerns, les trusts, etc., qui sont des espèces de machins complètes, des amibes, d'énormes amibes qui se développent comme ça doucement. Sociétés comme Microsoft et tout, il y a très peu de niveau d'hierarchie, vous voyez, vous arrivez très très vite, c'est vraiment des machins, c'est une nouvelle forme d'organisation. Et elle change de système, elle change de rôle. Et ces sociétés, il s'est produit un phénomène curieux, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un monde où, comme on dit en anglais, the winner takes all, c'est-à-dire que le gagnant prend tout. C'est-à-dire que vous avez dans chacune des sociétés, au départ il y en avait 10, et puis il y en a une qui a tout bouffé. Microsoft, Amazon, chaque fois vous en avez une. Et ça a donné des hommes qui atteignent un niveau de richesse et de puissance comme il y en a rarement eu dans l'histoire. Et ces gars-là s'appuient maintenant, ils ont pris le contrôle de l'État, parce qu'ils ont pris le contrôle de tous les médias. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté tous les médias. Et ils ont pris le contrôle de nos États avec comme vocation d'empêcher la concurrence. Prenez, je ne sais pas, une société dont je tairai le nom, mais enfin qui est très importante dans tout ce qui est imagerie. Eh bien, il y a un nouveau concurrent qui est arrivé avec de nouveaux procédés. Et bien, elle l'a acheté, elle l'a fermé.
Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire, normalement, s'il y avait un État digne de ce nom, il aurait empêché l'achat de ce concurrent par la grosse C'est pas société. très libéral ce que vous dites là, si? Mais c'est le contraire du libéralisme. Oui. Non. Mais de l'empêcher. Ah ben de l'empêcher, bien sûr que si. À Tant partir, qu'il y a bien sûr, si vous voulez, la maladie du capitalisme, c'est la recherche de la rente par les capitalistes. Donc dès le moment où un type veut transformer sa rente en profit, l'État doit intervenir pour le casser. C'est ce qu'ils ont fait pour AT&T, c'est ce qu'ils ont fait pour Standard Oil of Indiana. L'idée qu'il faut laisser les capitalistes faire tout ce qu'ils veulent est une fausse idée. Parce qu'ils vont tous essayer de transformer leur profit en rente. Moi, le profit, je trouve ça très bien. Si vous prenez des risques, vous gagnez de l'argent, ça paraît normal. Mais si vous prenez vous avez pris des risques et maintenant vous voulez les transformer en rente, ça c'est inacceptable. Donc, il ne peut pas y avoir de capitalisme et de démocratie sans qu'on ait un système d'antitrust. D'accord. Alors revenons sur ces hommes de Davos. Donc finalement, d'après ce qu'on comprend, ces hommes finalement prennent de plus en plus de pouvoir. Vous avez expliqué comment, et tentent aussi de contrôler donc notre système démocratique, notamment par le bien informationnel, ce que vous avez dit, enfin de la communication des médias, en rachetant les médias. En rachetant les médias. Et aujourd'hui, mais maintenant, ils ont racheté les médias. Donc on avait quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que vous alliez aux États-Unis, vous alliez en France, et que vous mettiez telle ou telle chaîne de télévision, vous aviez exactement le même déroulé des nouvelles. C'est-à-dire que quand vous faites une conférence de rédaction, en principe dans un journal ou dans une télévision, tout le monde ne trouve pas que cette nouvelle est importante et que cette nouvelle n'est pas importante. Il y a des différences entre les différentes maisons. Mais plus du tout, maintenant c'était tout pareil. Je sais par exemple aux États-Unis, le Parti démocrate envoie tous les jours à tous les systèmes d'information qui lui veulent du bien ce qu'ils doivent dire. Et je me demande toujours qui rédige cette note et qui l'a. Mais enfin, ça existe. Et donc, vous vous trouvez avec une espèce d'appauvrissement extraordinaire de l'information d'abord. Et ensuite, quand ils ont commencé à voir que des gens comme vous commençaient à essayer de dire autre chose, c'est quand même choquant. C'est quand même choquant. Ils ont fait tout leur possible pour vous empêcher de parler. Oui. Vous voyez, je veux dire, mais vous êtes rayé de YouTube, enfin bref, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et il y a ce grand homme, comment il s'appelle, Breton, le type. Thierry Breton, le type qui a foutu en l'air Athos, là, qui maintenant peut nous empêcher de parler avec des textes pour nous empêcher de parler. Qui sont d'ailleurs complètement hostiles, antinomiques avec la Constitution américaine, puisque la Constitution américaine, l'amendement numéro 1, c'est le gouvernement des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher les gens de s'exprimer librement. Donc, monsieur Thierry Breton est juste un gros imbécile, mais enfin, ça, on le savait, et qui veut empêcher les autres de le passer. C'est-à-dire que la base de cette classe de Davos, c'est que pour eux, ils savent. Et à la limite, ils savent ce qui est bon pour nous, et on est un petit peu embêtant à pas être d'accord avec eux. Oui. Voilà pourquoi ils préféraient rendre silencieux le peuple. Guy de Lafortelle. Vous dites, on veut refaire l'Empire romain. Mais alors, moi, ce que je me demande, c'est où est la capitale de Rome aujourd'hui? Est-ce que c'est Davos ou est-ce que c'est Washington? Ou dit autrement? Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de capitale. C'est ce genre, si vous voulez, ce qu'on a appelé beaucoup le complexe militaro-industriel pharmaceutique américain. C'est ça la capitale. Oui, c'est ça. Mais du coup, il est plutôt à Washington. D'ailleurs, Washington est la ville où l'immobilier aux États-Unis est le plus cher. Oui, donc on est d'accord qu'il n'y a pas. Ils ne produisent rien à Washington. C'est quand même rigolo que ce soit l'immobilier le plus cher. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit dans un endroit où on produisait quelque chose. Et le complexe militaro-industriel que vous citez dans votre livre, c'est ça qu'on appelle l'État profond? Oui, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même idée. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce complexe militaro-industriel américain a maintenant colonisé le nôtre. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut de De Gaulle, mais autour de De Gaulle, il y avait une série de grands moines soldats du style Guillaume. S'ils avaient été approchés par les Américains, ils seraient fait renvoyer dans leur but assez rapidement. Parce que là, on se rend très bien compte que tous ces, comment on appelle ça, young leaders, young friends of America, young leaders, il y a quoi? Il y a à peu près 2-3 ans, tous les membres du gouvernement, tous les membres de tous les gouvernements d'Europe étaient young leaders. C'est-à-dire que vous dites, c'est pas, il y a un petit peu de consanguinité là. Là, je vous renvoie au sujet qu'on vient d'avoir sur l'ingérence étrangère et notamment l'ingérence américaine dans notre État. Tout à fait. Il y a un livre qui est sorti, je ne me souviens plus de l'auteur, mais qui s'appelle L'ami américain, qui est sur et qui est sur les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis depuis un siècle ou quoi. C'est robuste.
Guy de la Fortelle. Mais, oui, sur Éric Branca, il explique comment les Américains finançaient Vichy très tard pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et il savait beaucoup de choses sur M. Mitterrand qui était à Vichy. Oui. Donc M. Mitterrand a peut-être été d'une gentillesse extrême avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la même chose sans doute sur Sarko. Mais, pour filer la métaphore romaine, est-ce qu'on n'est pas en train de passer directement, non pas de Rome, mais à la chute de Rome? Je voudrais reprendre, vous prenez une citation de Churchill, vous dites la situation est désespérée mais pas sérieuse, pour le dire simplement. Est-ce qu'on peut espérer s'en sortir sans en passer par une grosse guerre mondiale? Alors, il faut faire très attention là, parce que la note d'espoir que je mets à la fin de mon livre, c'est d'expliquer que les 3/4 de la population dans le monde sont complètement indépendants de ce monde complètement frelotté qui existe entre l'Europe et Washington. Et vous ne pouvez pas vous empêcher, quand vous regardez ce monde, de dire que vous regardez que si, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il parle de civilisation, Xi Jinping, il parle de civilisation chinoise, c'est-à-dire qu'il gouverne pour essayer de favoriser la civilisation chinoise, son ancrage, sa durée, etc. Vous parlez de Modi en Inde, pareil, il parle de la civilisation indienne. Vous parlez de... vous pouvez parler aussi de Poutine, voilà, Poutine, il parle de la civilisation orthodoxe, etc. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où plus personne ne valorise la civilisation, mettons, judéo-chrétienne, allez, je crois comme c'est qu'on veut l'appeler. Hein. Oui, c'est ce qu'on était. Et les deux piliers, d'un côté le judaïsme, de l'autre côté le christianisme, avec qui empruntait beaucoup aux Grecs. Et vous vous retrouvez donc dans un monde où personne ne défend notre civilisation. Et c'est là où est le nœud du problème, c'est-à-dire que le gouvernement, l'État, ça vient d'une nation qui veut vivre ensemble. De là émerge un État, et cet État, il est là pour protéger la nation. Or, maintenant, nos États ont été capturés par des gars qui veulent détruire les nations. Donc, je vois très bien qu'il n'y a pas le reste de l'Asie, en particulier tout ce qui est autour de l'océan Indien, va boomer dans des proportions inouïes. Mais tant qu'on aura cet état d'esprit qu'il faut détruire nos États et nos nations, il n'y aura pas de solution pour nous. Donc, je veux dire, c'est que je vois très bien comment les 3/4 du monde vont s'en sortir. Je vois très bien comment les entreprises françaises qui servent ces 3/4, si vous voulez, vont s'en sortir très très bien. Mais il n'y a pas le moindre doute que, parti là où on est parti, on va avoir une baisse de nos niveaux de vie phénoménaux dans les années qui viennent. Donc, ça va beaucoup mieux, mais ça va beaucoup mieux dès qu'on sortira de cette trappe infernale. Et vous qui connaissez très bien la Chine... Trop bien, personne ne connaît la Chine. Non, enfin, peut-être mieux que d'autres. Mieux que d'autres, allez. Vous avez des gens qui estiment que la Chine a d'une certaine manière rattrapé et presque dépassé nos vices, en particulier d'un point de vue financier et d'un point de vue démographique. Oui, ils sont en train de baisser d'un point de vue financier. Non, financier, si vous voulez, moi, j'ai un grand problème avec la plupart des économistes qui pensent que la dette est une mauvaise idée. Si j'emprunte à mon fils, la famille consolidée n'a pas de dette. Donc, une dette importante que le pays doit à lui-même n'est pas une dette. C'est une création monétaire. Même pas. C'est un transfert de ceux qui empruntent vers ceux qui prêtent. C'est-à-dire, ça n'a pas d'effet macroéconomique sensible. Par exemple, le Japon, je me tue à dire aux gens depuis 30 ans que le Japon n'a pas de dette, puisque toute leur dette est détenue par des domestiques. Oui, c'est une vieille ça. Mais par contre, à partir du moment où vous avez 40-50% de votre dette détenue par des étrangers, à ce moment-là, le service de la dette, si les taux d'intérêt montent et si la dette augmente, veut dire que une plus en plus grosse part de votre richesse va aller vers le Qatar, les fonds de pension. Donc, un pays comme la France est extraordinairement endetté. L'Italie, il est beaucoup moins que nous, parce qu'elle a beaucoup de sa dette qui est détenue par elle-même. Mais le Japon, la Chine n'ont pas de dette. Toute leur dette est vis-à-vis d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fout ? Ça voit en interne. C'est-à-dire que le fait, justement, qu'on dit, ça fait des transferts de richesse. Ça fait des transferts de richesse de ceux qui produisent vers ceux qui... oui, ça fait des transferts de richesse, mais ça, c'est comme les impôts, quoi.
C'est comme un transfert de richesse comme les impôts, il n'y a rien de plus ni rien de moins. La dette, ça n'est que de l'impôt transformé, quoi, c'est tout. Donc pour moi, l'histoire de dette, ça m'a toujours paru complètement. Je pense que il y a derrière une vieille idée, vous savez, c'est que les taux d'intérêt sont mauvais, la dette c'est mauvaise, la dette c'est très mauvais et tout. Et je crois que c'est une vieille idée calviniste. Je pense que moi, étant un bon catholique, je pense que j'ai le droit de faire des erreurs, je me confesse, je repars à zéro et tout va bien. Donc la dette, pour moi, c'est un machin, parlons d'autre chose. Ce qui compte, c'est qu'il faut que les taux d'intérêt de la dette soient inférieurs au taux de croissance de l'économie. Parce que si les taux d'intérêt sont au-dessus du taux de croissance, à ce moment-là, le système explose. Or, c'est l'endroit où l'Europe est en train d'arriver. Les taux d'intérêt sont au-dessus du taux de croissance. Donc ça veut dire que si les taux d'intérêt sont au-dessus du taux de croissance, ça veut dire que le poids de la dette augmente beaucoup plus vite que la richesse créée, et donc automatiquement, arrivé, vous avez la faillite. Donc l'Europe s'est placée dans une situation où ça va faire faillite. Et en plus, elle n'a aucune source énergétique, puisqu'elle a foutu en l'air, je ne sais pas combien de 1000 milliards de dollars dans des moulins à vent et des... Justement, Charles Gave, parce que là, à vous entendre, on ne la voit pas trop, la bulle d'optimisme, malgré tout. Enfin, non, mais je vois. Donc oui, vous voyez ça au long terme, mais surtout que d'autres pays, comment ça pourrait avoir ce... Mais d'autres pays respirent partout. Par exemple, on va sortir de la tyrannie du dollar. Oui. Ça, c'est fait. C'est déjà, si vous voulez, des pays comme l'Inde n'achètent plus leur pétrole en dollars. Avec l'émergence des BRICS, etc. À la fin donc ça, c'est fait. Mais en même temps... Et pour les Français, pour les Français, regardez ce qui va se passer. Les Français immédiats. Lorsque l'Asie s'est écroulée à la fin du siècle précédent, là, vers 97-98, il y a eu une grande crise en Asie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fixé leur monnaie au dollar, mais ça ne tenait pas bon pour une série de raisons. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les monnaies asiatiques se sont écroulées. Donc nous, on a pu acheter plein de produits asiatiques pas chers. Donc notre taux d'inflation était très bas. Il y avait une concurrence énorme. La consommation asiatique en a pris un vieux coup dans la tête. Oui. Mais les producteurs asiatiques, ils ont gagné de l'argent de façon... Vous avez eu un transfert gigantesque de richesse des rentiers asiatiques vers les entrepreneurs asiatiques. Donc ce qui va se passer en Europe, c'est que nos monnaies vont s'écrouler vis-à-vis des monnaies asiatiques et on va avoir un transfert de richesse gigantesque des rentiers français vers les entrepreneurs français. Donc si vous êtes un entrepreneur français, il faut rester en France. Qui n'est pas encore mort, il faut rester en France. Mais curieusement, je vous donne un exemple, il y a des tas de choses qui sont mal analysées. On me dit la France s'est désindustrialisée. C'est vrai, aujourd'hui, la production industrielle ne représente plus que 9% du PIB, ce qui est rien. Mais prenez la cote de la Bourse de Paris et vous avez une dizaine de très grandes sociétés industrielles. Beaucoup plus que dans les autres pays. Vous prenez Schneider, vous prenez Air Liquide, vous prenez Saint-Gobain, il y a des tas de sociétés industrielles. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons un immense potentiel industriel, mais que les industriels français ont compris que ça ne servait à rien d'avoir des usines en France, parce qu'on était gouverné par des corneaux. Et donc, ils mettent leurs usines à l'extérieur. Mais le potentiel industriel, est là. On ne l'a pas perdu. Et les petits entrepreneurs qui sont aujourd'hui écrasés par les PGE, la facture de gaz et d'électricité. Les petits entrepreneurs, tout cela, oui, ils vont en prendre plein la tête, ça c'est sûr. Mais en même temps, quelque part, comme on arrive à la fin de ce processus, je dis aux gens, ça va être un peu comme la chute du mur de Berlin. Les gars qui étaient de l'autre côté de la chute, ils en ont pris plein la tête pendant 3 ou 4 ans, ou 5 ans ou 10 ans. Mais vous demanderiez à un Polonais, un Russe ou un Tchèque s'ils sont mieux qu'il y a 10 ans, ils vous diraient tous oui. Alors que vous demandez à un Français qui est soi-disant resté en démocratie, etc., aujourd'hui, s'il est mieux qu'il y a 10 ans, il n'y en a pas un qui vous dira qu'il est mieux. Oui, c'est la fameuse parole de Solzhenitsyn qui a dit aujourd'hui, la liberté est plutôt à l'est qu'à l'ouest. Voilà, et donc, ce qui est très intéressant, c'est que je dis aux gens, on va en prendre plein la gueule, c'est tout le but de ce livre, mais... on va redevenir libre. Mais pour le meilleur. On va redevenir libre. C'est ça. On nous a bouffé toutes nos libertés les unes après les autres. Mais maintenant, comme on arrive à la fin de ce cauchemar, eh ben oui. La liberté est bonne pour les affaires. Mais la liberté est bonne. Oui, bien sûr qu'elle est bonne pour les affaires. Essayons de raisonner simplement. Si j'essaie de vous vendre quelque chose, ou vous essayez de me vendre quelque chose, et qu'on se met d'accord sur un prix, l'échange a lieu. Nous sommes gagnants tous les deux. Oui. C'est-à-dire que dans un échange libre, la satisfaction générale augmente. Oui. Si on me donne un grand coup de pied dans le derrière pour que je m'inscrive à la sécurité sociale alors que j'en ai pas envie, je ne suis pas libre. Donc, automatiquement, une société qui est fondée sur des transactions libres est beaucoup plus heureuse et beaucoup plus prospère qu'une société qui ne l'est pas. Donc, je dis toujours aux gens, vous avez le choix dans la vie entre
la main invisible d'Adam Smith, que tout le monde connaît, ou le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Mais il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, en France, c'est le grand coup de pied dans le derrière dans le Staline qui devient de plus en plus lourd depuis 40 ans. Mais ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on en serait à la fin de ce processus? Simplement une chose très simple, c'est que quand vous regardez les économies aujourd'hui, vous regardez la dette, vous prenez par exemple le déficit budgétaire américain. Alors qu'ils sont en croissance, ils ont un déficit de 2000 milliards de dollars. C'est stupéfiant. C'était quasiment la taille du budget il y a à peu près 30 ans, quoi. Donc leur déficit est absolument en train d'exploser. Le service de la dette est en train de passer 100 milliards de dollars. Vous avez 3 postes aux États-Unis qui sont importants, qui bouffent 75% 80% des dépenses. C'est le service de la dette, c'est la défense et c'est la sécu. Ça doit être 1000 milliards de dollars, non? Le service de la dette doit monter à 1000 milliards. 1000 milliards de dollars, oui, c'est ça. Vous savez, c'est tellement gros que je m'y perds. On est passé du billion au trillion, la poum. Donc, ces 3 postes. Bien. Aujourd'hui, si vous faites ça, vous faites tourner un tableau Excel, pour que les États-Unis financent leur déficit, c'est 65% de l'épargne mondiale. Vous croyez que ces gars-là vont donner? Vous croyez que les gars en Asie qui n'ont plus besoin d'avoir de dollars pour payer leur pétrole vont acheter de la dette américaine? Donc vous allez avoir une hausse des taux réels gigantesque, parce que ces gars-là, ils vont développer l'Inde, ils vont développer la Turquie, tout le capital, parce que c'est là où il y a la demande, la demande solvable. Et donc on va avoir une hausse des taux réels, et avec une hausse des taux réels, tous nos systèmes sociaux explosent. La France aujourd'hui représente 1% du PIB mondial et 9% des dépenses sociales mondiales. Ben, si vous croyez que ça peut durer, c'est fini. On arrive à la fin. Dès que les taux réels montent, on est cuit. Là, désolé, je me vais faire l'avocat du diable, mais j'aime bien dans ces cas prendre la comparaison avec l'URSS en 1922, 1923, au même. Elle n'avait pas de dette. Au moment. Elle n'avait pas de dette et elle avait un excédent de ses comptes courants puisqu'elle vendait des matières premières. Nous, on a un déficit des comptes courants monstrueux, on a une dette absolument phénoménale, dont les prix augmentent. Ils avaient annulé la dette des tsars. Hein. La première des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annulé la dette des tsars. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de dette, vous pouvez tenir longtemps. Mais à partir du moment où le coût de la dette augmente beaucoup plus vite que la richesse créée, ça ne marche pas. Et on est arrivé à ce point-là. Charles Gave, on arrive à la fin. Et 2 choses. D'abord, je voudrais qu'on revienne dans le concret et sur justement le conseil à donner sur cette crise qui va arriver, qui va être finalement l'effondrement du mur de Berlin moderne. Oui. Que faut-il faire Qu'est-ce que doivent faire les Français aujourd'hui pour tenir la crise en attendant justement des jours meilleurs? C'est ce que j'essaye de faire à l'Institut des Libertés. Ça fait des années que j'essaye de leur expliquer comment gérer leur épargne. Justement, 2-3 conseils là. 2-3 conseils, c'est que... Après, évidemment, on les renvoie à l'Institut des Libertés. Bien sûr. C'est tout simple. Vous avez d'un côté l'État, de l'autre côté le secteur créatif. Donc, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous ne prêtez pas à l'État puisqu'il va faire faillite. Et tant qu'à faire de prêter au secteur créatif, soyez actionnaire. Prenez un gamin de 20 ans qui a survécu en 1918 à la Seconde Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale en Allemagne. Bon, il se dit en 1920, il faut que je fasse mon épargne. En 1960, quand je prendrai ma retraite, quoi. Il achète des obligations allemandes. La monnaie disparaît 2 fois. Donc ça tombe à 0 2 fois. C'est dur. Il achète de l'or, on le met dans un camp de concentration. Il achète de l'immobilier, il est bombardé, il reste rien. Il achète IG Farben, Siemens et Deutsche Bank et il prend sa retraite tranquillement. Donc ce que je veux dire, c'est que nous avons cette chance extraordinaire en France d'avoir une série de sociétés incroyables, des multinationales d'une qualité comme il n'y en a pas dans le monde. Donc vous collez tout votre argent dans ces 10 sociétés, elles sauront se démerder. Quand tout le mur s'écroulera, elles gagneront plein d'argent parce qu'elles sont et vous attendez tranquillement. Et la volatilité de ce portefeuille n'a aucune importance. D'accord. C'est-à-dire ce que je dis aux gens, c'est que pour pas prendre de risques, aujourd'hui, en France, il faut être à 100% en action. Il ne faut pas être dans l'immobilier. Vous pouvez avoir de l'or si vous pouvez, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la seule chose, vous devez jouer sur le droit de propriété qui n'est pas en France. Oui.
Ça, on l'avait remarqué. Et dernière question pour finir, Charles Gave. Vous présentez un programme de gouvernement à la fin. Oui, c'est pour rigoler. Et ce qui nous fait penser, parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, je voyais beaucoup de Charles Gave président en top tweet. Alors, Charles Gave président? Non, mais attendez, d'abord, j'ai plus 20 ans, comme disait l'autre, et Oui, moi, je me vois, et je crois que dans la vie, je vais vous répondre de façon un peu, je vais botter en touche, comme on dit, Normande. au rugby, je vais botter en touche. Dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour être président, il y a ces gars qui, à la limite, seraient faits pour être conseiller du président. Moi, je crois, j'ai été président de tas de trucs dans ma vie, je n'aime pas l'acte d'exécution. Ce que disait Clémenceau, c'est qu'il disait une décision, ça doit être pris par un nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est simplement, il nous faut un gars. Si je devais dire mon candidat préféré, si je devais le choix, ce serait sans doute Jean Lassalle. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire un gars qui comprend, qui vient du peuple, qui est là en bas, etc. Mais alors, je dirais, demandez-moi ce que je ferais, puis il ferait ce qu'il veut. Donc, quelqu'un qui représente la France éternelle. Et ces gars-là ne représentent pas la France éternelle, ils représentent ceux qui ont toujours trahi la France. C'est-à-dire ce que De Gaulle appelait le parti de l'étranger. Et oui. Donc, il faut retourner à un gars qui gouvernera pour la France, pas pour le parti de l'étranger. Enraciner les pieds sur le sol français. Voilà, enraciner, qui comprennent, qui sachent. Moi, j'ai été... Jean Lassalle m'avait invité à un truc de théâtre basque qu'il y avait dans ces montagnes pyrénéennes là-haut. Ça durait 4 heures. En basque, c'était fatigant. Hein. C'était du théâtre. Enfin, c'était fatigant. Mais enfin, il était là, au milieu des siens, et on sentait que c'était un homme qui était heureux dans son environnement. Et puis, bon, je sais bien que les gens ne comprennent pas quand ils parlent le français. Mais moi, je le comprends parce que je viens du sud-ouest, donc ils ne me gênent pas. Mais vous voyez, il faut donc une espèce de gars une accroche. Qui soit... Qui incarne. Une incarnation. Je ne peux rien imaginer de mieux que Jean Lassalle un petit peu plus proche du micro. Que Jean Lassalle, si vous voulez, à une réunion du G7. Quoi. Pour moi, ce serait un peu... Ce serait folklorique, en tout cas. D'abord, les types ne comprendraient pas, les types qui parlent le français. Et puis, ce serait peut-être mieux qu'ils ne comprennent pas, d'ailleurs. Je dis Jean Lassalle, ce n'est pas du tout que je le soutienne et tout. Je dis simplement, il y a des gars en France, il y a aussi un autre gars qui m'intéresse, c'est le maire de Cannes. Lisnard. J'ai été l'écouter une fois, je lui ai parlé et tout. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur le maire, c'est tout à fait remarquable, vous parlez d'économie depuis 1h30, vous avez toujours pas dit une ânerie, c'est incroyable. Pour un homme politique, c'est tout à fait éminent. Comment vous avez fait? Il dit, parce que je suis fils de commerçant, et puis je travaille dans la réalité. Donc, il faut avoir des gars qui travaillent dans la réalité. Tous ces gars qui ont fait de grandes études et qui ont appris des choses qui servent à rien, il faut les renvoyer... je dis pas leurs études, parce qu'en plus, ils sont nuls, mais si vous voulez, dans le domaine de la pharmacie, il nous faut, le ministre de la Santé, il nous faudrait, comment il s'appelle, ce Raoult. Ah oui, bien sûr, parce que c'est un gars qui... D'abord, sérieux, mais ensuite, il incarne le docteur tel qu'on le pourcevait quand j'avais 20 ans. Oui. Il incarne le gars qui, à la fois, fait des recherches, est très compétent, et ne se laisse pas marcher sur les pieds par ses corneaux de fonctionnaires. Les grands mandarins. Les grands mandarins, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 40% de l'hôpital qui sont des personnels administratifs. C'est une histoire de fou. Eh bien, merci beaucoup, Charles Gave, et surtout, achetez de Jean Lassalle, président de la République. Oui, alors le livre, justement, on va vous redonner les références. Surtout un livre qui est très agréable à lire, je le rappelle, et très facile d'accès, puisque moi, j'ai tout compris. La vérité vous rendra libre aux éditions Pierre de Taillac. Merci encore, Charles Gave. Et puis surtout, chers amis, je vous renvoie, mais vous le connaissez déjà, à l'Institut des Libertés et ses très bonnes vidéos. Eh bien, merci aussi à vous, Guy de Lafortelle.